T'as un rapport apaisé à tes cheveux? Est-ce que tu ralentis sur l'autoroute quand tu vois un accident de voiture? Alors il y a ralentir et ralentir, parce qu'il y a lever le pied, il y a s'arrêter prendre des photos. Waouh. Il y a du sang. Jean-Paul Rouve. Bonjour. Bonjour. T'as beaucoup compté pour moi. Dans ta vie privée ou dans ta vie professionnelle? Principalement. J'imagine bien. Moi, j'ai été beaucoup pour les gens, pour leur vie privée. T'as une sensualité, tu dégages une sensualité qui m'a inspiré dans le... Je comprends, tu vois. J'en suis même pas étonné. Hein. Non, c'est pas si souvent que je reçois des gens qui ont compté pour moi. Ah, génial. Mais moi, j'avais 18 ans quand vous êtes arrivé sur Canal+ avec les Robins des Bois. D'accord. Et j'ai commencé à être fan tout de suite et j'ai tout regardé. Et surtout, à l'époque, j'ai acheté toutes vos cassettes VHS. Ah, super. Des sketchs? Oui, des sketchs en fait, c'est ça. Oui, mais sur Comédie ou sur Canal? Non, sur Canal. T'avais pas Comédie, sur Canal. Sur Canal. Mais il y avait 2000 donc. Exactement. Et tu sais qu'à l'époque, t'avais un certain nombre de cassettes et t'avais pas ni YouTube ni Netflix. Donc en fait, quand tu voulais voir une chose rigolote, tu revoyais les mêmes choses. Exactement. Et les cassettes des Robins des Bois, je les ai vues 10, 20, 30 fois. Et il y a des sketchs auxquels je pense encore de façon peut-être genre mensuelle, je dirais quoi. Ah, pas mal. Il y en a un où vous voulez vous faire pardonner auprès, je crois, d'Alain de Greff ou de Michel Denisot, et vous lui mettez une tarte au quetch sous sa porte. Ah, ça, c'est un pré-générique, oui. Mais voilà, un pré-générique. Et elle rentre pas. Elle rentre pas parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc, on la pousse, c'est dégueulasse. On l'écrase. Et la deuxième, c'est où tu es au même casting avec Pef. Vous êtes en concurrence dans un casting. Ouais. Et il dit, je suis pas sûr de moi, est-ce que tu peux me donner des conseils? Et tu le conseilles très mal. Pour qu'il joue mal. Tu t'aurais pas ça, et lui faire un petit doigt à la fin. Et tu sais, c'est encore des trucs où des fois je marche dans la rue et j'y repense, et ça fait 25 ans et je ris très fort, donc tout ça pour dire que je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que t'aimes bien Jean-Paul, ou t'aurais préféré t'appeler autrement? J'aurais préféré ne pas avoir un prénom composé, parce que ça s'appelle un non-choix de la part des parents. Et voilà, j'aurais préféré m'appeler Jean ou Paul. Oui. Mais pas les deux. Et t'as peut-être été aussi sur vraiment la toute fin de la mode du Jean-Paul. Non. T'étais déjà après? Ouais, c'est bien après. Ouais. La mode de Jean-Paul, c'est une génération au-dessus. Ouais. C'est la génération même, ou 2 générations, Belmondo, tout ça. Oui. Et moi, en fait, je devais m'appeler Paul, comme mon grand-père. Mais mon cousin s'appelait Paul. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé à m'appeler Jean-Paul. Et j'ai plein de prénoms, moi. Jean-Paul, Richard, Marcel. D'accord, ça fait 4. Mais Marcel, j'aurais bien... C'est le prénom de mon père. Ouais. J'aime bien Marcel. Mais donc, dès la primaire, t'avais déjà un prénom ringard? Pas ringard, comme par exemple quand... par exemple, moi, Maurice Barthélemy, mon pote Maurice. Ouais. Lui, là, petit, il me dit... on se moquait de moi. Enfin, on se moquait de moi. On riait. Maurice, c'était vraiment le prénom du grand-oncle. Oui. Moi, non, il n'y avait pas ça. Mais quitte à choisir, c'est pas le plus mauvais. Jean-Michel, je trouve ça moins bien. Ouais, voilà. Jean-Paul, c'est le moins pire. Et d'ailleurs, mes potes, ils m'appellent... Marina m'appelle Jean-Pull. Non, mais tu sais de quoi ça vient? Ça vient Je trouve ça drôle, même sans savoir, mais je veux bien savoir. Alors, ça vient, parce que quand Marina tapait des sketchs, comme on écrit avec les Robins des Bois, tapait des sketchs, donc elle mettait Jean-Paul, réplique. Et un jour, elle a oublié le A de Paul en tapant vite, donc ça fait Jean-Pull. Donc voilà, m'appelait Jean-Pull, et Chabat, il m'appelle Jamp. Jamp. Ça va, et moi, je l'appelle Eul. Je l'appelle, ça va Eul? Oui, Jamp. Il y a vraiment beaucoup moins de lettres que dans le vrai prénom, mais ça marche très bien. Et ça marche bien. T'es né à Dunkerque? Oui. Est-ce que tu es content d'être né à Dunkerque, ou est-ce que tu aurais de la même façon préféré naître ailleurs? Ah non, je suis content. Je suis très très content. C'est pas parce qu'on est content d'être quelque part qu'on va y rester. Ça, c'est 2 choses différentes. Non, je suis très content parce que je trouve ça toujours... je trouve ça intéressant de naître dans une ville qui n'est pas peut-être la plus accueillante, parce que c'est le nord de la France, c'est un climat difficile, c'est une vie difficile, une situation économique difficile, une architecture qui n'est pas folle, une nature qui n'est pas folle, c'est vrai, mais ça m'a nourri, ça m'a permis de développer certainement mon imagination. Comme dit Brassens, je suis content d'être né, de pas être né dans des pays imbéciles où jamais il ne pleut. Voilà, il dit ça dans l'orage. Et il te reste quelque chose du Nord? Tout. Tu quoi? Je suis né là, donc c'est ma construction d'homme. Bien sûr, il me reste tout de là-bas. Tout. Et je pense qu'il n'y a rien de plus important que l'endroit où on crée ses désirs. Voilà.
Ça reste l'endroit où j'ai créé mes envies, où elles sont nées. Après, je pense que j'aurais été malheureux si je n'avais pas réussi à partir. Oui. Mais en tout cas, je suis très reconnaissant de ce terreau-là. C'est aussi une ville qui est non seulement une ville du Nord, mais qui est aussi liée quand même à un épisode un peu triste de la Deuxième Guerre mondiale. Toi, tu as grandi, tu es d'une génération dont les parents, ou de façon certaine les grands-parents, mais au moins les parents, ont dû vivre ça. Est-ce qu'on t'en racontait quelque chose ? Ma mère est née en 42, donc pendant la guerre. Oui. Et en fait, ses frères et sœurs étaient beaucoup plus âgés qu'elle. Donc il y avait une génération qui avait sauté. Oui. Mes grands-parents ont eu leur fille sur le tard. Oui. L'enfant qu'on n'attend pas et qui arrive 10-15 ans après. Oui. Donc tous mes oncles, moi j'ai grandi avec des oncles qui ont connu la guerre, qui l'ont vécu, hein, qui étaient dans les FTP et tout. Donc moi j'ai grandi avec cette culture-là et ce monde-là de la Seconde Guerre mondiale et qui m'intéresse toujours beaucoup. Et en effet, Dunkerque, puisque c'est l'opération Dynamo, c'est là où en 40 les Anglais sont face à la mer et les Allemands ne bombardent pas et leur permettent de rembarquer parce que Hitler voulait absolument la paix avec l'Angleterre, donc il leur a permis de rentrer en Angleterre. Alors qu'il aurait pu anéantir. Bien sûr, il aurait pu anéantir parce qu'il espérait toujours la paix avec l'Angleterre qu'il idolâtrait. T'es né en janvier 1967. Ouais, c'est ça. Est-ce que pour toi, c'est une bonne époque où être né, ou si tu avais pu choisir l'époque de ta naissance, t'aurais choisi une autre époque que celle-ci ? Moi, je me suis jamais posé la question, mais comme ça, pour te répondre instinctivement, je dirais que j'en suis très heureux. Ouais. Un enfant des 30 Glorieuses. C'est encore les 30 Glorieuses, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est après. C'est jusqu'au choc pétrolier. C'est la fin, c'est la fin. C'est quand même la fin. Ouais. C'est 74, on va dire, où ça s'arrête un peu. Ouais. Non, je suis très heureux. Alors, peut-être que ça devait être plus intéressant d'être dans les années 50, je sais pas. Ouais. Après, on a toujours une vision édulcorée, idolâtrée de notre enfance. J'adore quand j'entends aujourd'hui, même parce que maintenant je suis plus vieux, donc quand j'entends aujourd'hui des gens qui disent « Ah, mais franchement, les années 2000, c'était dingue ». Bah non, c'est pas dingue. C'était pas mieux. Donc moi, quand on me dit « Ah, c'était mieux les années 60 », bah peut-être pas au fond. Oui. Est-ce qu'on t'a raconté des anecdotes sur ta naissance ou toi vraiment tout bébé ? Plein. Ah ouais, plein. Oui. Bah parce que ça vient de là. Hein. Si tu regardes l'histoire de la famille, c'est ça. Ma mère avait des neveux et des nièces qui étaient plus vieux qu'elle. Puisque les parents, les frères et sœurs avaient des enfants avant. Donc, il y a vraiment un gros décalage. Donc, moi, je suis vraiment le petit dernier du petit-fils, on va dire, qui arrive. Et donc, oui, j'ai eu plein d'anecdotes. Donc, moi, né en 67, évidemment, il n'y avait pas de péridurale pour ma mère. Oui. Il n'y avait pas d'écho, il n'y avait pas tout ça. Oui, mais t'es pas né dans une grange non plus. Non, mais ils ont mis 24 heures à me faire me sortir, quoi. Ouais. Et j'ai failli, vraiment, ma mère a failli y passer. Moi aussi. Donc ils étaient jeunes en plus, mes parents, quand j'y repense aujourd'hui, c'était des jeunes personnes, quoi. C'est fou, ma mère avait 22, 23 ans, enfin c'est un truc de fou. Et ils ont dit à mon père, écoutez, là, on pense que voilà, c'est foutu, on va essayer de sauver la mère. Et c'est la sage-femme qui, sans écho, sans rien à l'époque, moyen à l'ancienne, stéthoscope, quoi. Elle écoute, elle dit, mais non, j'entends encore le cœur battre, j'entends un truc. Finalement, voilà. Et donc quand je la croisais, moi j'étais môme, j'étais tout petit, je la croisais à la clinique, elle était donc sage-femme, et elle me voyait, elle me disait « Ah, c'est le miraculé », elle m'appelait le miraculé. Donc moi ça me faisait rien, parce que t'as pas conscience de ça. Oui. Mais t'as quand même, plus que d'autres, failli pas exister, quoi. Ouais, pas exister, et aussi, ils avaient très très peur qu'il y ait un manque d'oxygénation de l'enfant, et que peut-être je pouvais être soit handicapé, soit physiquement ou mentalement, et tout, quoi. Donc voilà. C'est quoi le tout premier souvenir de ton existence ? Alors, c'est difficile à dire parce que peut-être quand je mélange et que je suis pas sûr que ce soit le premier, parce qu'on est d'accord. Hein. Celui que tu considères comme être le premier, en fait. J'ai un souvenir d'un Noël, d'être sur le sol de l'appartement de mes parents et d'avoir des petits jouets en bois. Et donc c'est à Noël, j'ai ça. J'ai cette image très vague avec le sapin, des petits jouets en bois. Je dois pas être bien vieux, là. Je pense que c'est le plus vieux que j'ai. Oui, sans doute, 3 ans, quoi. C'est ça, je dirais. C'est quoi les souvenirs ? À peu près, c'est quoi ? C'est 3 ans ? Il n'y a pas grand monde qui se souvient de choses avant 2 ans et demi, quoi. Ah, c'est 2 ans. Ah, quand même, 2 ans, c'est possible.
2 ans, 2 ans et demi. Après, il y a des gens qui disent non, moi je suis sûr de me souvenir d'un truc quand j'avais 18 mois. Parce qu'après, quand on nous raconte quelque chose, quelquefois ça peut devenir aussi. Oui. On a l'impression d'avoir vécu. Mais là, il a l'air authentique celui-ci parce que c'est pas un événement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un d'autre que toi ait remarqué ces petits soldats comme ça devant le sapin. Oui, j'ai l'image de la table de la salle à manger, le sapin là à gauche et les petits chevaux, les petits animaux en bois. D'ailleurs, à propos de jouets, tu te souviens de qu'est-ce qu'a été le jouet qui t'a le plus genre oh là là, tu le voulais absolument et tu l'as eu et ça a été un truc de malade mental? Alors non, je l'ai pas eu. Oui. Mais c'était un truc de malade mental. Ça pareil, je devais pas être bien grand. C'est toujours lié au Noël et jouets. On va dans un magasin de jouets. Alors je vois qu'il est près de la gare. Dans mes souvenirs, ça n'existe plus. Et on se balade et je vois une voiture. La Batmobile, mais première époque, Sublime. Oui. Donc, je pense que c'est Corgi, la marque, Sublime. Et voilà. Et ça, je me souviens regarder ça pendant des heures. Et je ne l'ai pas eu, je me la suis acheté il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. J'ai retrouvé un vieux modèle. Oui. Et un autre truc aussi, c'était il y avait, alors ça, c'est vraiment très vieux, mais il était, comment ça s'appelle Au nom de la loi avec Steve McQueen. Oui. Steve McQueen, dedans, il a un flingue, c'est une Winchester, schlac, mais coupée. Très courte, qui tient comme un flingue en fait. Et je me souviens un jour dans un marché avoir vu ces Winchester et j'ai demandé à mes parents de me l'offrir, je ne l'ai jamais eu. Mais voilà, c'est des trucs qui m'ont marqué. Et sinon dans les jouets qui m'ont marqué, les Playmobil ça m'a marqué. Et aussi, et après les Playmobil c'était les actions de Joe. Bien sûr, tout à fait. C'était les toutes premières figurines de combattants américains avant les G.I. Joe, avant les machins. C'est ça, exactement. Voilà. J'adorais ça, j'étais comme un fou quand on m'offrait parce qu'il y avait des déguisements pour les habiller, ça s'appelait des panoplies. Et voilà, chaque fois que j'avais un cadeau de ça, j'étais fou, quoi. T'as des souvenirs d'engueulades de tes parents quand t'étais enfant? Entre eux, ouais. Jamais. Calme, absolu. Jamais. Ouais. C'est marrant, ça, c'est vrai. Ah, mais vraiment pas. Et je pense pas que je fasse un... Comment on dit quand tu... Vas-y. Comment on dit? Ça s'appelle un... Comment on dit? Tu caches un souvenir. Oh là là, mais il y en a aucun qui a du vocabulaire. En plus, c'est vraiment, c'est pas un mot compliqué. Non, c'est pas un mot compliqué. Un refoulement. Merci. Ah bah merci. Voilà. Au moins il y en a un qui suit. Voilà, non, jamais. Ouais. Ah non, mes parents, je les ai jamais vus s'engueuler. L'idée que mes parents puissent se séparer, par exemple, ça n'a jamais traversé mon esprit la moindre seconde. T'as un souvenir de vacances fort? Alors en fait, moi mes vacances, non mais ça fait genre l'autre, c'est Zola quoi. Mais non, on est allé à Aubervilliers. Ouais, c'est ça. Sympa. On est allé au bord de la mer. C'est le truc cafard. Putain, l'émission elle est cafard. L'autre, oh la vie de merde qu'il a eu. Je jouais avec de la boue. Oui, je jouais avec de la boue. C'était trop sympa. Et non, attends, mon père. Donc, est originaire du Sud-Ouest. Donc, on partait... Mes parents sont des gens modestes, donc les vacances, c'était on partait... Je suis jamais parti l'hiver, tout ça. Oui. On partait l'été, quoi. Il avait un mois de vacances, donc on partait. Quand on partait, on allait à Agen. De Dunkerque, on allait à Agen, parce que mon père est originaire de là-bas. Donc, je me souviens qu'on faisait la route. Et mon meilleur souvenir de vacances, c'est le départ. C'est-à-dire que, comme c'est loin, mon père, il prenait la voiture tôt, genre à 3h du mat, ou un truc comme ça, parce qu'il y avait 1000 km. Donc, tu dors, et tu te réveilles un peu, mais tu veux pas te réveiller vraiment. Tu fais semblant de dormir, mais t'es réveillé. Et il y a ton père qui te prend dans une couverture, qui te met sur le siège, sur la banquette arrière de la voiture. Là, tu te rendors. Et je me souviens que je me réveillais. On arrivait autour de Paris avec le périphérique. Donc, et on s'arrêtait pour le petit-déj, pour repartir, pour arriver à Agen. C'est mon meilleur souvenir, c'est ça. C'est même pas le lieu, c'est ce moment-là. C'est le bonheur du début, quoi. Du début des vacances, quoi. Et mon autre souvenir que j'aime beaucoup, c'est les fois où je partais pas en vacances. Ma mère écoutait RTL le matin. Il y avait une émission qui s'appelait... C'était Patrick Sabatier, je crois. RTL vous offre vos vacances. Ouais. Donc, il appelait dans des hôtels, dans des campings. Il faisait des jeux. Et si tu gagnais, ben voilà, vos vacances, RTL vous les offre. Oui. Et moi, j'adorais parce que il disait, alors voilà, maintenant au camping, à Palavas-les-Flots, ou à je sais pas où, alors vous avez du monde, est-ce qu'il fait beau? Oui. Et l'eau, elle est à combien là? Bah l'eau, elle est à ça. Et ça me faisait rêver, j'adorais ça, écouter ça dans ma chambre.
Les vacances par procuration. Oui, que Patrick Sabatier t'a fait. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est des souvenirs d'enfance qui m'ont marqué. Tu te souviens d'une épreuve forte de ton enfance, quelque chose pour lequel tu es amoureux encore, ou quelque chose qui t'a rendu très très triste? Il y a des décès, bien sûr, mais ça c'est un peu comme tout le monde. Mais en même temps, ça fait partie de l'apprentissage de la vie aussi, que les personnes plus âgées partent. Mais j'ai un copain qui s'est suicidé quand j'étais môme. Et ça m'avait vachement marqué, quoi. Donc il s'est suicidé très 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 jeune. Ouais, il s'est suicidé jeune, ouais. Et il le disait. Il nous disait qu'il allait se suicider. Et nous, comme des idiots, au lieu de prévenir, peut-être... C'est un jeune homme qui avait perdu ses parents. Il n'avait plus ses parents, il était élevé par son plus grand frère. Il était jeune, devait être genre son frère, il devait être tout jeune majeur, je ne sais plus. Et il nous disait, moi je suis malheureux et tout, tu vois. Et nous on se disait, mais non, enfin tu dis des conneries. Puis on partait du principe que s'il en parlait, il allait pas le faire. Ouais. Bon, c'est idiot, hein. Et un jour il est pas venu en classe, il était pas là. Et nous avec les copains, on est allé voir le prof. Et on a dit, je pense qu'il y a un souci. Ils ont dit, bah non, peut-être pas. Et on le sentait qu'il y avait quelque chose. Et donc ça m'a... Il s'est jeté sous un train, enfin, tu vois. Non, mais c'est horrible. Et puis, bon, j'en veux pas à mes parents, rien, mais par exemple, t'as pas de suivi, moi, quand j'étais môme, il n'y a pas de... Tu vas pas voir un psy où tu peux parler. En fait, t'as ça en toi. Et alors, comme tu disais, tu pensais au sketch et tout. Et c'est marrant, ce copain, je pense souvent à lui. Oui. Ouais. Je pense qu'est-ce qu'il serait devenu. Il m'accompagne depuis toujours. Hein. Depuis 50 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que t'as eu un grand amour d'enfance ? Ouais, j'avais une petite... à la maternelle, donc on dit vraiment enfance. Hein. Ouais. Maternelle, s'appelait Gwen. C'est un peu vague tout ça, bien sûr, mais elle avait comment on dit, un imperméable rouge, un peu petit chaperon rouge. Oui. Et elle avait une coupe au carré, un peu Amélie Poulain. Oui. Et elle était d'origine bretonne. Gwen, c'est breton. Et je l'adorais. Mais je l'adorais. Elle s'en fout. Alors... Non, elle m'aimait bien, je crois, mais pas en tant que petit copain. Elle m'aimait bien, copain, quoi. Gwen, ça a été... Ah là là, je la regardais et tout. Je la trouvais trop belle dans la cour de la récré. Je la trouvais trop belle tout le temps. On n'était pas dans la même classe. Oui. Et puis, je l'ai perdue de vue. Après la maternelle, je crois, on s'est plus vu, quoi. Et il s'est jamais rien passé avec Gwen? Bah non. Ouais. Avec Gwen, j'ai même pas fait pas de bisous, rien. Mais j'étais fou d'elle. Et tu l'as perdu de vue dès la maternelle, donc ça fait... ça fait longtemps. Hein. Oui, y a pas eu tu m'as dit le premier. Hein, oui. Le premier, donc il n'y a pas eu ensuite, genre en primaire, ah ouais, elle est dans cette autre école, non, c'était fini, quoi. Non, c'était fini. Je sais pas ce qu'elle est devenue, si elle est retournée en Bretagne ou pas. Ouais. Donc ça a commencé à ce moment-là, mais donc ça veut dire qu'il y en a eu d'autres après ce premier-là à école primaire. J'imagine qu'il y en a eu d'autres depuis, mais je veux dire... non, école primaire, oui. C'est comme tous les mômes, quoi. T'es amoureux, puis après arrive la préadolescence où là tu t'en fous, enfin tes potes, on n'a rien à cirer, ça te gonfle, ça te fatigue et tout, puis après ça revient. Il y avait une fille, moi je me souviens par exemple, je te parle de truc de adolescent, préadolescent, jeune adolescent, je sais plus quel âge j'ai, où t'as ton premier baiser, d'accord ? Ça je m'en souviens évidemment pas parfaitement. Avec la langue ? Non. Non, pas avec la langue. Smack. Non. Ouais, smack, long smack. Long smack. Où tu fais tous les trucs extérieurs. Tu sais, tu bouges. Ouais, tu fais... Parce que tu n'as pas compris que ça bouge parce qu'il y a une langue. Mais donc tu fais ça. Et donc ça, je m'en souviens hyper bien. Et je l'adorais et tout. Ah, elle était trop mignonne. Je l'adorais. Elle était super, cette fille. Après, j'étais con parce que je l'ai dit à mes copains. Je l'ai embrassé, machin. Donc après, il dit, t'as embrassé Jean-Paul. Débile. Et toi, c'était une gloire, et pour elle, c'était le contraire d'une gloire. Mais c'est ça, c'est le truc. Idiot à bouffer du foin. Mais je l'ai recroisé. Mais il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a peut-être 10 ans. Oui. Et là, j'aurais jamais dû la recroiser. Parce que, non, mais c'est pas le problème de ce qu'on est, hein. Mais, non, faut pas ça. C'est comme copain d'avant, moi, jamais. Oui. Non, les gens, ils appartiennent à un moment de ta vie où tu les suis, et puis voilà. Mais sinon, moi, je pense que c'est un truc qu'il faut préserver, ça. Ça, t'étais donc au collège ? Oui, c'est ça. Et tu l'as recroisée, et vous vous êtes parlé quand même ? Oui, bien sûr, elle est venue me dire, tu te souviens, on était à l'école ensemble, elle m'a donné son nom. Tout de suite, j'ai fait bien sûr le rapprochement. Donc, elle était maman, tout ça, enfin, sa vie, quoi. Et je me suis dit dans ma tête, après, mais jamais je... Et puis donc maintenant, quand je pense à elle, j'ai elle maintenant qui apparaît. Mais je veux pas. Oui, qui est profondément plus la même personne que celle que t'as embrassée mal. Non, moi je veux garder souvenir de la petite copine, quoi. T'étais bon à l'école ? Ouais.
Genre top de la classe? Non, bon. Oui. Premier bon quart, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, premier quart, exactement. Est-ce que au collège, c'est un moment où genre les hiérarchies de la popularité et du cool sont quand même très très marquées. Est-ce que tu étais plutôt dans l'aristocratie du cool, le ventre mou du cool, ou plutôt le prolétariat du cool? Moi, c'est très compliqué mon enfance, c'est très compliqué, n'importe quoi. Non, mais c'est même pas tout ça en fait. Moi, ça passe de un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui avec des grands mots, parce que non, pas des grands mots, des mots. On pourrait parler de harcèlement, par exemple. Oui. Parce que en fait, moi, comme j'étais, je m'intéressais pas au foot. Je voulais faire du théâtre. Très jeune, j'aimais ça. Et en fait, les cours de théâtre, c'est les filles qui y vont. Il n'y a pas de garçons. Très peu. Comme la danse, comme tout ça. Donc, t'es un peu rejeté par tes copains. Puis toi, à cet âge-là, ce que tu veux, c'est être comme les autres, en fait. Mais sauf que tu peux pas faire semblant, quoi. Ça t'intéresse pas. Et moi, je me souviens avoir souffert de ça beaucoup. Mais je pouvais pas m'empêcher quand même d'aller faire du théâtre, faire ce que je voulais. Et moi, je me souviens, j'habitais en face du collège. Et une fois, à la récré... donc les gars, ils m'emmerdaient et tout. C'est dur, quoi, quand t'es môme. Hein. Tu te sens un peu extérieur et tout. Une fois, je suis sorti du collège, à la récré. J'ai traversé. Et donc, il y a mon père qui était en train de travailler sur la voiture. Il faisait de la mécanique. Et j'étais mal, quoi. Et il est venu dans la cour pour venir engueuler les mecs à l'ancienne, tu vois. Ça suffit les conneries. Mais ça n'a pas arrêté, hein, ça. Après, il y a même un prof, à un moment, on était allé voir la conseillère d'éducation. Et elle en avait parlé à un prof. Et un prof avait fait au début d'un cours, avait parlé de ça, mais de manière générale, pour pas que ça parle de moi. De manière générale, en disant, vous savez, on est différents, Ça avait rien fait, en fait. Ouais. C'était quoi les phrases qu'ils utilisaient pour te parler? Ah, putain, les phrases, tu vois, je m'en souviens pas trop, quoi. Ils voulaient me taper. Puis ça arrive, en fait, d'un coup. C'est-à-dire, t'es en 6e, ça se passe bien. T'es en 5e, ça se passe pas bien. Et ils sont cons, idiots. J'en ai recroisé des cons. Et je me souviens une fois, j'étais mal, hein. Et une fois, ma mère m'a dit, tu verras un jour, c'est eux qui regrettons, et fais ce que tu veux, va au bout de ce que tu veux faire. Enfin, te laisse pas faire dans tes envies. Et ces cons que t'as recroisés, ils faisaient quoi avec toutes leurs conneries? Ouais, avec leur vie de merde. Est-ce qu'il y a eu un petit peu de... Ouais, un peu. Ouais. Bah oui. Attends. Après, j'ai rien dit et tout, évidemment. Hein. Ouais. Et puis, on a le droit aussi d'être idiot quand on est petit, on a le droit de tout. Mais moi, je sais que j'en ai souffert. Mais en même temps, c'est une force. Ouais. Après, quand j'ai eu ça, je me suis dit, mais comment faire avec ça? Avec ce truc-là qui est compliqué dans la société, en fait, pour moi. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à développer, puisque j'étais pas fort physiquement, je pouvais pas aller taper. Ça, c'est simple, peut pas. Ouais. Donc, j'ai commencé à développer l'humour. Quand tu développes l'humour. Quand t'en as sur toi-même, t'es le roi du monde, il peut rien t'arriver, c'est une carapace énorme. Et là, t'es le patron, le patron. Dans la classe, t'as plus de problème, parce que t'es marrant. Et que les autres n'ont pas cette arme-là, parce que souvent, c'est des gros cons quand même. Le niveau, il est pas haut. Donc, tu les manges très vite, quoi. Tu te souviens de blagues qui t'ont valu comme ça d'être bien considéré? Parce que t'étais le mec marrant? Des blagues... Ou des blagues, ou je sais pas, ou une connerie que t'as faite. Oui, une fois, non, j'avais des exposés à faire, et je faisais j'avais fait un exposé sur le Troisième Reich, donc en 4e. Et je l'avais fait en imitant, en faisant Régis Laspalès. Non mais bon, je sais, ça, c'est pas très drôle. Non, mais le prof, il avait laissé faire. Les Allemands, eux, contrairement à nous, les Français, ont choisi de vivre en Allemagne. Je te jure que c'est vrai. Et ça me faisait rire. Et donc, c'est un décalage terrible. T'as Régis Laspalès qui parle de Hitler et de Göring. Je fais waouh. Et donc, tout le monde se poilait, quoi. Et je faisais des sketchs, je faisais des personnages, j'imitais un peu les profs, je faisais l'idiot, quoi. Oui, mais c'est un très bon crossover, le Troisième Reich et Régis Laspalès, moi je trouve ça... Voilà. Mais voilà, c'est ça. Moi je dis que... De toute façon, dès que tu croises le Troisième Reich, avec tout, c'est nos vannes avec Chabat et tout, parce qu'il fait beaucoup d'hamburgers, mais c'est toujours marrant, quoi. C'est fou. En fait, c'est tellement exagéré, le nazisme, à tous les points de vue, que tu le mets sur n'importe quoi. On faisait des sketchs, on faisait par une soirée nazisme et foie gras. Tu vois, et moi ça me faisait pleurer de rire. Ça me fait pleurer de rire, ça n'a aucun sens. Est-ce que toi tu te souviens d'être méchant avec des gens ou pas? Ou jamais? T'as été toujours d'une tendresse folle? Non, j'étais méchant, je suis pas un saint. Parce qu'il y a souvent ça au collège, c'est que... avec des gens? Oui, tu te fais bolosser, tu te fais harceler, et en fait, tu reproduis ça sur d'autres. Pas du tout, alors ça non. En revanche, ça non. Ça j'avais... Non, pas du tout. Ah non, au contraire. J'avais conscience de ça. Non, j'ai pas fait ça. Après, j'ai sûrement... Oui, t'es pas sympa. Comme c'est la chanson de Souchon, tu sais, 18 ans que j'étais à la où il parle de son enfance. Il parle à son père qui est
mort, il dit, tu me verrais des fois, je suis pas trop gentil, pas sympa. Et c'est vrai, des fois on n'est pas trop gentil, pas sympa. T'as une anecdote de bac ? Non, ça s'est bien passé. Non, j'étais avec il y avait une copine derrière moi, je me souviens, qui était nulle. Elle était trop marrante au bac. Et donc, je faisais comme ça, tu vois. Je faisais comme ça, et comme ça, elle pouvait lire. Elle pouvait recopier, quoi. Oui. Non, j'étais nul en physique. Oui. Et donc, j'avais tout appris par cœur. Mais par cœur, je ne comprenais rien. Et toutes les équations de physique, par cœur, mais du par cœur. C'est-à-dire, j'écrivais les trucs, je ne savais pas ce que j'écrivais. C'était une langue étrangère. Non, un truc, parce que la conseillère d'éducation, elle avait appelé mes parents. Oui. Bon, maintenant, la prescription, parce qu'on n'a pas le droit en principe, mais la veille, parce qu'elle avait le résultat. Ah. Et donc, moi, je le savais la veille, ainsi qu'un de mes camarades. Oui. Et je me souviens qu'on est allé se balader. Alors, c'était le lendemain, les résultats, mais nous, on le savait. Et on est allé se balader sur la digue, sur la plage de Dunkerque. Oui. Et tu te sens soulagé quand t'as le bac. Ah, ouais, tu fais, c'est trop bien, quoi. Ah, ouais. Et donc, je me souviens de cette balade sur la plage où on peut rien dire à personne, mais on sait qu'on l'a. C'est génial. T'as fait quoi immédiatement après le bac ? Moi, je voulais faire du théâtre. Oui. Mes parents c'est pas qu'ils voulaient pas, ils disaient il faut faire des études. Moi, j'avais fait un bac D. Donc à l'époque, le bac D, c'est Sciences Nat, je crois. Justement. Sciences Nat, maths. Ouais. C'est moins fort que le bac C. Oui, oui. Voilà. Donc plutôt scientifique. Oui. Mais moi, bon, j'avais fait ça parce qu'il fallait, quand t'étais bon, il fallait toujours aller vers les maths, ce qui est idiot, mais c'était comme ça. Et moi, après, je vois qu'il y a une formation qui se crée, qui s'appelle Information Communication. Donc c'est DUG, licence, tout ça, à Lille. Là-bas, c'était les lettres, mais il y avait des options que je trouvais intéressantes. Il y avait, alors à l'époque, tu vois, c'est les années 86, 87, la pub, il y avait le journalisme, l'audiovisuel, filmé, tout ça. Donc je me dis, les options, elles sont sympas. Oui. Et donc j'ai été pris, et donc j'étais content d'aller à la fac, au moins pour ça. Oui. Après, j'aurais préféré faire autre chose, mais mes parents voulaient, j'ai dit, bon, allez, je le fais, quoi. Et tu te souviens, est-ce que tu as appris quelque chose pendant ces études d'information et de communication ? Non, rien. Non, alors c'est pas vrai. En fait, c'est pas les cours qui sont intéressants, c'est les profs. Oui. C'est toujours pareil. C'est un prof où tu y vas parce que lui, il te raconte des choses intéressantes. Et je me souviens des cours où on faisait l'histoire de la poésie. Ça, j'ai des souvenirs de ça. Le professeur était extraordinaire, il nous parlait notamment d'un chercheur aveugle, qui avait appris donc par cœur toute la poésie de Victor Hugo. Et en l'apprenant par cœur, d'un seul coup, il avait fait ce que personne n'a jamais fait. Aujourd'hui, avec un ordinateur, tu pourrais... Oui. Comme il avait tout dans sa tête, il y avait des rapprochements, ce qui se faisait sur certains mots, sur certaines choses. Et il connaissait la poésie de Victor Hugo mieux que Victor Hugo. Donc ça m'intéressait beaucoup. Et j'aimais aussi beaucoup, j'avais un cours qui était génial, c'était la psychologie de l'espace. Oui. Donc notamment la proxémique, où tu étudies un lieu, tu étudies la psychologie de l'être humain par rapport à un lieu. Et ça, c'était passionnant. Il y a un livre là-dessus qui est génial, je vous le conseille. Et oui, c'est le truc, c'est genre, en fait, quand à quelle distance est-ce que tu mets, quelqu'un Par exemple, ce qu'il faut, tu filmes un restaurant vide, et tu fais rentrer des gens et tu dis installez-vous où vous voulez. Et tu regardes un peu comment ça se passe par rapport à l'instinct. L'instinct de survie. Tu vas te mettre forcément face à une sortie ou à côté il y a un rapport à ça. Je peux fuir, je suis un animal. Et donc les places dans le cinéma, tu fais un cinéma vide et tu places des gens. Et suivant le pays, les choses changent. C'est intéressant, hein. Et mon prof, il travaillait à l'époque à l'émission L'Heure de Vérité. C'est lui qui avait fait le décor de L'Heure de Vérité et qui avait tout travaillé et qui avait fait d'ailleurs le siège de l'invité à L'Heure de Vérité était trop petit, légèrement serré, pour que l'invité soit légèrement mal à l'aise, qu'il soit pas très bien assis. Et donc c'est intéressant tout ça. Moi et aujourd'hui encore quelquefois je m'amuse à regarder. C'est de la manipulation douce en fait. C'est ça. Et ensuite théâtre à Paris. Oui, théâtre dans le Nord. Oui. Alors, il y a le Centre dramatique du Nord-Pas-de-Calais. Donc, c'est un CDN qui est à Béthune. Et ce CDN est tenu par quelqu'un qui s'appelle Jean-Louis Martin Barbas, qui est quelqu'un de très important dans le théâtre à l'époque, qui a été prof au conservatoire. C'est quelqu'un de très important. Et il y a des antennes dans différentes villes du Nord. Et il y a une antenne à Dunkerque. Et moi, tous les samedis, j'ai cours avec un professeur qui est un acteur de Paris, qui est au CDN, qui sont des gens qui travaillent beaucoup dans une petite ville comme Dunkerque. Donc on a un enseignement incroyable. Ça, c'est une chance. Et donc je fais la fac, je fais jusqu'à la licence, à la maîtrise, aux vacances de Noël, je viens à Paris chez une amie qui faisait des cours à Dunkerque avec moi et qui est rentrée à ce moment-là, qui était au cours Florent.
Je vais au cours Florent avec elle, en auditeur libre, et j'assiste à un cours, et son professeur à l'époque, c'est Isabelle Nanty. Et là, je me souviens, je sors du cours, on est aux vacances de Noël, j'appelle mes parents d'une cabine, et je leur dis, voilà, ça y est, j'ai eu ma licence, la maîtrise, j'en peux plus, quoi, en fait, de la fac. Moi, ce que je veux, c'est être là. Et je suis rentré, donc, à Paris, au cours Florent, en janvier, quoi, à la rentrée de janvier. Il y a quelque chose d'assez incroyable avec Isabelle Nanty, c'est que j'ai l'impression que ça a été la prof de théâtre de l'ensemble des gens drôles de France pendant 30 ans. En fait, alors, il y a tout plusieurs... le monde a été formé par Isabelle Nanty. En fait, il y a deux choses avec Isabelle. Il y a, en effet, elle est prof à cette époque-là. Elle est prof en 85 et 88, 89. Je crois qu'elle fait 2 ans. Elle a les premières années. Donc, on arrive, nous, dans son cours. Plein de gens qu'on peut citer, en effet. C'est une année exceptionnelle. Enfin, exceptionnelle. C'est pas comme si j'étais exceptionnel. Mais il y a beaucoup de gens, en effet, de ces 2 promos-là, qui travaillent. Bon, voilà, c'est comme au conservatoire, des promos qui travaillent beaucoup, d'autres. Bon, c'est la vie. Et ensuite, Isabelle, donc il y a déjà tous ces gens-là. Édouard Baird, tous les Robin des Bois, enfin, je peux t'en citer, il y en a plein. Et ensuite, Isabelle, qui commence à faire de la mise en scène aussi. Et elle fait la mise en scène de Gad. Pareil, donc Gad, pour ça, qui dit ça, parce que Gad, il a débuté, mais c'est encore autre chose, Gad, c'était un autre vivier. Et Dany, c'est plus tard, mais c'est comme ça que ça se fait. Et nous, on a énormément de chance de commencer avec Isabelle, ça, c'est monstrueux. Et elle est pas beaucoup plus vieille que nous, hein, elle a 3 ou 4 ans de plus. Hein. Qu'est-ce que t'as appris dans tes cours de théâtre, que ce soit à Dunkerque ou avec Isabelle Nanty? Est-ce qu'il y a des choses qu'on t'a apprises dans ces années-là qui te sont restées et que tu utilises encore? Oui, Isabelle, oui. Isabelle, c'est pour ça que je dis que c'est très important, parce que c'est la première année. Donc la première année, c'est les bases. Quand t'arrives, tu sais rien, tu es jeune, tous les rôles qu'on va te proposer, que tu vas interpréter sont souvent des personnages, on va dire, qui ont de la bouteille, des personnages de Molière, de tout le monde. Et elle nous disait, la base, elle nous disait, je m'en fous moi du personnage. Hein. Commencez pas à vouloir faire le personnage. De toute façon, vous êtes trop jeune, c'est nul, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu vas jouer, le misanthrope? Qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie? Ce qui est vrai. C'est très vrai. Bon. Donc elle dit non, moi je veux parler. Soyez juste. Parlez. Et elle nous disait toujours ça. Parlez. Non, ça parle pas là. Donc nous, on jouait pas de personnage. On jouait, c'est même pas nous. Je sais pas ce que c'est. C'est des bases hyper solides. Et c'est pour ça aussi je continue à appliquer ça tout le temps. Mais voilà, ça c'est vraiment la base. Demain, tu dois travailler Richard III. Oui. Donc tu as ton texte de Richard III. Si tu sais ton texte, ok, tu arrives sur scène. Si tu mets la bosse quand tu arrives sur scène, c'est mort. Oui. La bosse, il faut la mettre à la fin, quand tout est fait. Oui. Ça, c'est le petit truc en plus. Si tu le mets au début, tu sabotes ton travail. C'est-à-dire que tu ne seras que sur l'écume des choses. Tu seras que sur les choses superficielles et extérieures. Et elle nous a appris ça. C'était fou, quoi. Je me souviens des cours on était avec Pef en cours. Il y avait même, tu sais qui il y avait, comment il s'appelle, ça y est. Vous allez halluciner. Celui qui présente Fort Boyard. Olivier Mine. Olivier, il est au cours avec moi. On passe le conservatoire, le concours. Moi, rétamé au premier tour, et moi je lui donne la réplique. Et il a le conservatoire. Il est pris au conservatoire. Donc ça, c'est en juin. L'été, il fait un stage à Antenne 2. Oui. Il fait speaker. À la rentrée, il va pas au cons. Il décide de pas y aller et il fait la carrière qu'on connaît. C'est fou. Alors qu'il a eu le truc le plus prestigieux en théâtre en France. Voilà. Ouais. Faudrait savoir aujourd'hui ce qu'il pense de tout ça. Oui. Ouais. S'il regrette de pas avoir fait. Ouais. Ensuite, au tout début, comme souvent quand on est comédien, tu as fait un certain nombre de pubs. Et en particulier une à la toute fin des années 80 pour les préservatifs. Oui, alors c'est une pub pour les préservatifs. Et alors ça, c'est horrible. Donc on est 3 dans la pub, je crois. 3 comédiens. Oui. Ou 4, je sais pas. 4. On est 4. Ouais. Et moi, je passe le casting du rôle principal. Ouais. Le mec qui ressemble un peu à James Dean, là. Exactement, et qui fait genre, l'affiche, je l'ai levée. C'est ça. Ouais. Donc moi, je passe le casting, il me trouve super. Je suis trop content, moi, tu vois, je fais une pub, c'est trop génial. On arrive le matin, et je vois les mecs parler entre eux, tu sais. Ils te regardent, ils font... Bon, tu crois? Ouais, non. Et là, ils viennent me dire, non, mais c'est pas toi qui vas faire le rôle, c'est l'autre parce qu'il est beau gosse, tu vois. Ouais, ça, je m'en souviens hyper bien. Mais bon, t'es content quand même, c'est pas grave. Donc, on a tourné une demi-journée au Puce à Saint-Ouen. Oui, c'est une scène, en fait, qui est pas très crédible dans l'ensemble. Mais c'est naze. Où genre, t'as ce James Dean, là, qui dit, j'ai levé cette minette. On écarte les vêtements. Machin. Et moi, je disais n'importe quoi. Et ils ont gardé
Je me souviens, moi je faisais exprès de faire le con, et ils ont gardé une prise où je fais le con, donc après aux enfants de la télé ils me l'ont sorti 1000 fois. Parce que oui, c'est assez faux comme tu parles. C'est ça. Mais je le faisais. Mais je l'ai noté là. T'as dû passer une nuit d'enfer. La nuit que t'as passée. Donc, moi ils m'ont fait faire plein, donc je commence à faire le con. Tu vois comme on fait. Je le fais normal et puis je fais le con au moment des prises. Et il a pris celle-là. Et je me souviens, il m'avait appelé le metteur en scène. Il me dit je voulais te dire, on a fini le montage, tu vas voir, c'est hyper drôle. On a choisi une prise de toi là, tu vois, c'est vraiment drôle, on s'est marré. Sauf que les gens l'ont pris premier degré, je crois. En fait, on se dit, tiens, il joue pas bien, quoi. C'est ça, en fait, exactement. Un peu comme Marion avec eux. Exact. Tu vois. Exact. Le truc général n'est pas crédible puisque c'est l'histoire d'un type qui sort avec une fille, il séduit une fille, il se retrouve chez la fille. Là, il veut mettre un préservatif et la fille refuse de faire l'amour avec lui parce qu'il veut mettre un préservatif et que s'il met un préservatif, ça veut dire qu'il n'est pas amoureux d'elle. Rien n'est crédible là-dedans du début à la fin, quoi. Mais j'adore. Et après, je me souviens, il y avait dans les magazines, il y a avait des photos. Ah oui, en plus, c'était toute une campagne en fait. Il y avait une campagne et tout. Mais parce que c'était un moment où les gens, ils décidaient de faire l'amour aussi. C'était en 88 ou 9, je crois. C'est ça. C'est chaud. Toi, t'as connu en plein. Ouais, moi j'ai connu le truc qui monte. Enfin, j'ai connu le truc qui arrive. Tu sais, je me souviens être dans le bus et lire un article dans l'IB à l'époque qui raconte ça, mais on sait pas bien ce qui se passe. On sait pas trop ce que c'est cette maladie qui arrive. Ils disent aux États-Unis il y a ça et tout. Et je me souviens, moi je suis à la radio et quand on apprend la mort de Klaus Nomi, c'est ça, hein, truc idiot. Hein, on dit c'est les milieux homo, c'est tout ça. Enfin tout ce que tout le monde a vécu, quoi. Oui, ça a commencé par milieu homo, ensuite c'est allé. Oui, c'est ça, mais on disait ça touche que le milieu homo, enfin des trucs débiles. C'est le cancer des homosexuels. Ouais, c'est ça, exactement. C'était ça. Il y a toujours un moment quand même. Dans Small Talk, l'idée c'est qu'on parle de tout sauf de ce pourquoi la personne est connue, mais quand même on parle un petit peu de ce pourquoi la personne est connue. D'accord. Promotion. Tu joues dans Le Bourgeois Gentilhomme. Oui. À partir du 3 octobre. Je suis très content de faire un classique et je suis très content de faire une troupe. J'ai pas fait ça depuis les Robins des Bois, en fait. Ça, c'est vraiment agréable. Quand t'arrives le soir, tu vois tes copains, tu discutes, puis chacun a une personnalité, il y a un côté le loft, tu vois. Et moi, j'aime bien. Et puis, jouer un Molière, c'est quand même super parce que t'as un langage, t'as une écriture, t'as une tenue, t'as tout ce que tu peux pas faire, ce que t'as pas au cinéma, souvent. Comment tu fais pour donner quelque chose de nouveau à une des pièces les plus jouées d'un des auteurs les plus joués de l'histoire de France? Je me pose pas ces questions. En fait, c'est pas une pièce que je connaissais bien, finalement. J'avais dû la faire à l'école, comme tout le monde. Mais non. Et c'est en cherchant, en relisant. Alors, je relis Don Juan, je relis plein de choses, je relis Misanthrope et tout, que je connaissais par cœur. Et puis, je veux dire, j'ai jamais vraiment lu. Et là, je me marre vraiment en me disant c'est vraiment marrant en fait, mais c'est marrant d'une manière presque actuelle. J'ai l'impression quand je lis que Molière c'est comme un mec que je connais qui nous envoie une pièce en disant regardez ça c'est marrant. Et je trouve qu'il y a des trucs très absurdes un peu à la Robin des Bois. Il y a des choses qui me font penser à Feydeau, des choses qui font penser que Marivaux va faire. Il y a vraiment du marivaudage, des choses à la Weber, il y a des choses presque à la Pierre Richard physique. Je me dis ce mec il est quand même fort. Et donc ce qui me plaisait, et je suis reparti de ce que disait Isabelle. Donc j'ai dit à Jérémy, c'est Jérémy Lippmann, le metteur en scène, j'ai dit tu vois, viens on monte ça, mais alors on le monte, on respecte bien sûr Molière, mais on le met pas sur un piédestal. Voilà, juste on monte une pièce d'un pote, et puis là il viendra pas Molière forcément, mais on se dit s'il était là il viendrait, il nous dira c'est marrant, ça j'aime bien, ça j'aime moins. Mais on commence pas à dire mais comment il faut ça, qu'est-ce qu'il a dit là exactement, non, je m'amuse. Puis je pense qu'à l'époque lui il devait s'amuser de tout ça. Moi quand je pense à Molière, je parle pour le jeu, pas l'écriture. Je pense que ça devait être un mec comme De Funès quand il arrivait sur scène. Et je pense qu'il devait avoir ça. Des têtes, et en même temps, ou comme Chaplin, il me fait penser à ces gens-là. Donc moi, je réfléchis à ça. Et je me suis aussi souvenu j'étais allé voir Les Femmes Savantes, mis en scène par Catherine Yegel, avec Jean-Pierre Bacry. Et Jean-Pierre dedans était... c'était fou, quoi. C'était Jean-Pierre, quoi. T'as l'impression que tu dis mais en fait, non, c'est pas Molière, ça. C'est lui, il improvise. Et j'étais allé voir après, on en avait parlé longuement. Moi, je suis impressionné par les acteurs de théâtre qui arrivent comme ça à dépasser le texte, où on ne sait plus. Je me souviens, j'ai un souvenir, moi, d'être à l'Odéon et de voir Arestrup dans La Mouette. C'était dingue, en fait.
C'était fou. Il était là, en avant-scène. Déjà, t'avais l'impression qu'il parlait tout bas, alors que il faut porter à l'Odéon. Ouais. Et puis il jouait, et tu fais, mais c'est fou, quoi. C'est pas possible de jouer aussi bien. C'est tellement de travail pour arriver à que ça ne se voit plus du tout. Ça m'avait beaucoup. Et je l'ai croisé une fois et je en ai parlé tout de suite. Ouais. Et des textes qui en plus sont d'il y a longtemps et dans lesquels quelquefois il y a des tournures de phrases qui sont pas complètement actuelles et ça rend les choses peut-être d'autant plus difficiles. Donc quelquefois même la tournure de phrase veut dire le contraire de ce qu'on dirait aujourd'hui. Oui. Donc quelquefois c'est encore plus compliqué. Mais on a eu cette discipline de ne rien changer. Oui. Juste parler, juste le travailler jusqu'au bout du monde pour que la phrase paraisse actuelle. Oui. Mais ça c'est ce que je préfère en fait faire quand je joue. La dernière partie de Small Talk, c'est un moment où les questions, elles cessent d'être chronologiques et elles sont en vrac. Et ça veut dire que c'est la partie que tu as moins travaillé, quoi. Mais c'est souvent, plein de gens nous ont dit, mettez-la au début. Pourquoi ? Parce que il y a des choses plus légères. Et donc, d'accord. C'est pour rendre, et puis Internet aime bien la légèreté tout de suite, et puis après peut-être encore d'autres choses. Je vois ce que tu veux dire. Mais on n'a jamais cédé à ces injonctions. Il faut jamais céder. Voilà. J'aimerais qu'on commence par parler de ton visage. Ouais, si tu veux. Moi, j'ai toujours trouvé, t'es un visage que je connais depuis longtemps quand même. Oui. J'ai toujours trouvé que t'avais un visage spécial qui est tout en angle et en ligne droite. Ah oui, tu as raison. Oui, c'est vrai, c'est anguleux, oui. Par rapport, et surtout à l'époque, par rapport à Jean Benguigui, par exemple. Voilà, exactement. C'est ça que tu veux dire. Non, mais par rapport à Pef ou Maurice Barthélémy aussi. Oui, c'est vrai. Qui ont des rondeurs un peu partout. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses toi-même de ton propre visage ? Oh là là, je l'ai longtemps pas aimé. Oui. Et maintenant, je l'aime bien. Oui. Mais c'est un peu en vieillissant. Oui. Tu vois, quand t'as un visage, t'es pas une beauté parfaite ou souvent ça va mieux en vieillissant. Oui. Quand je me disais mais t'as une sale gueule et tout ça, je pensais à tous les gens que je trouvais beaux moi et qui ne sont pas dans les canons de beauté, comme par exemple Gainsbourg, que je trouvais que c'est très beau vraiment. Je parle des hommes, Benoît par exemple Poulvorde, qui s'aime pas du tout. Je préfère me le dire, parce qu'il le dit lui, que je trouve très beau. Et donc voilà, donc je m'en accommode très très bien maintenant. Si tu devais changer quelque chose dans ton visage, qu'est-ce que tu changerais ? Et on peut même aller plus loin. Si t'es obligé de changer quelque chose, qu'est-ce que tu changes ? Oh là, mais y a rien qui va, donc choisis un truc. Non, mais si d'un seul coup, ce que je veux dire, si je change un truc et qu'il y a un truc qui va, on va se rendre compte plus que le reste ne va pas. Donc il y a une harmonie. Il y a une harmonie dans le pas bien. Dans le pas bien, ouais, c'est ça. Tu vois, faut pas tirer la corde. Faut faire super gaffe à ça. Donc t'avais un complexe particulier ? Oui, grave. Ah, moi, je suis bourré, j'étais bourré, ado. Ouais. Bon, mais tu peux pas savoir, je suis le roi des complexes. Hein. J'étais complexé de tout. Des jambes trop maigres, de la peau trop blanche, les cheveux raides, tout. Mais tout. Et voilà, c'est là, tu peux pas plus que moi. T'as un rapport apaisé à tes cheveux aussi maintenant ? Oui, ça va, ça va. Franchement, je suis apaisé à tout maintenant. Est-ce que tu sais faire quelque chose d'impressionnant mais d'inutile ? Oui, je sais toucher le bout de mon nez avec ma langue. Donc, est-ce que c'est lié au fait que tu as un petit espace entre ton nez et ta bouche et c'est la taille de ta langue ? Et de mon nez. D'accord. C'est le rapport du nez et de la langue qui est... Non, l'espace, il est normal. Sauf que ma langue est très longue. Alors, le mien est très grand, mais le tien est particulier. Ouais, mais regarde, là. Oui, c'est vrai. T'as vu ? C'est une combinaison de facteurs. C'est toujours ça en général. Non, mais c'est vrai, regarde l'histoire de le Big Bang. Voilà, donc moi, c'est une sorte de Big Bang facial. Ouais, tout à fait. Big Bang facial. Oh putain. Waouh. C'est bon, ce sera le titre de l'épisode. Big Bang facial. Jean-Paul Rouve et le Big Bang facial. Est-ce que tu préférerais ne pas avoir de coude ou ne pas avoir de genoux ? De coude ou pas avoir de genoux ? C'est tellement con. Oui. Attends, j'essaie de trouver une connerie. J'ai pas mal, c'est pas la première fois que je pose ces questions, donc j'ai réfléchi. J'imagine. Les deux ont des inconvénients. Ouais, c'est vrai que les deux. Alors, peut-être pas de genoux, allez, pas de genoux. Pas de genoux. Pas de genoux, parce que ça veut dire que tu vas marcher comme ça. Tu vas marcher un petit peu comme si tu avais des échasses, en fait. Exactement, alors que les bras, je vais être trop Playmobil. Complètement, et alors ça, c'est fini aussi, tu peux plus boire dans ton verre. Non. Ou alors, je me le jette à la gueule. Tu peux le jeter à la gueule. Non, il faut qu'il y ait un ami qui t'aide à boire et c'est très désagréable. Ouais, donc c'est mieux les genoux. C'est mieux les genoux. C'est une très bonne réponse de Jean-Paul. Putain, merci. Quelle est ta position sur tout ce qui est le pas du tout. Pas du tout. Jamais. Et quand j'étais ado, c'était pas du tout mon truc. Non plus. Non, jamais. Si tu étais condamné à mort, est-ce que tu voudrais mourir ? Est-ce que tu préférerais plutôt que de ne pas être condamné à mort ? Ouais. Quel serait le dernier repas que tu demanderais ? Alors ça, je pense toujours à ces trucs-là. Ouais. Ça me fascine. Oui. C'est fascinant, en fait. Oui, complètement. Parce que tu dis, mais c'est pourquoi, en fait ? Puis j'aime bien ce truc de genre,
t'as le droit à un caprice, quoi, tu vois. Un dernier petit caprice. Moi, je voudrais des quetchs de Mongolie. Et ils vont te les chercher, quoi. Je sais pas si c'est vrai, ça. C'était une légende, ça, non? Non, c'est Petiot qui a fait un très, très, très long repas, je crois. Ah, il a fait quoi? Je crois. Bah non, mais vraiment un repas. Il a pris le temps, tout. Oui. Ça me fait peur, ça. Je me dis, ça me fait toujours peur, ça. Je sais pas. Moi, j'ai vu des images qui m'ont beaucoup marqué d'un dernier repas d'un condamné à mort. Ah, vas-y. Qui... Arrête. En fait, il est tellement terrorisé que genre, il mange, mais il arrive à peine à mettre les choses dans sa bouche tellement il tremble de terreur, en fait. Peut-être qu'on coupera ce moment. Non, mais c'est intéressant. Mais moi, ça m'angoisse, hein, ça. Le dernier repas. Quelle a été ta plus grande douleur physique de toute ton existence? La clavicule. Tu parles physique, clavicule. Ça, j'ai morflé, Parce que t'es cassé en tombant? Non, je suis tombé. Non, j'ai pris une bordure de ce qui sépare la route des bus. Tu sais, les petites bandes tu vois ce que je veux dire? Oui. J'étais en scout. Et je l'ai pas vu. Paf. Waouh. Là, attends, je morfe grave. Clac. Je rentre chez moi, je pense pas que c'est cassé. Je me réveille le lendemain matin, une horreur, j'appelle les pompiers, t'es obligé. Oui. J'arrive à l'hôpital, c'est un week-end, donc interne, machin. Et le gars, il fait une radio. Et il me dit, non, c'est pas cassé. Je dis, génial. Il me dit, elle est déplacée. Bon, je vais vous la remettre. Et le mec, il commence à s'acharner. Tu sais, comme ils font clac-clac, un peu à la Rambo. Sauf qu'elle était cassée. Ah non, c'était chaud, ça. Et en plus, il rate, quoi. C'est pas le médecin compétent qui fait clac, c'est bon, ta fracture est réduite. Rien du tout. Pas du tout réduite, elle est aggravée, en fait. Elle est aggravée, exactement. Ouais. Donc ça, j'ai bien morflé, là. Quel est ton médicament préféré? Question tellement con. J'en ai pas. Doliprane. C'est une réponse. Non, mais je sais pas, c'est pas préféré. On va dire c'est celui que j'utilise. Ouais. Non, il y a des gens, c'est Gaviscon, par exemple. C'est quoi? Ils sont très Gaviscon, c'est une sorte de pâte pour l'estomac. Pour l'estomac. Ah non, j'ai jamais pris ça. Tu fais bien, surtout si t'as pas de problème d'estomac. Non, bah oui, c'est vrai. Est-ce que tu ralentis sur l'autoroute quand tu vois un accident de voiture? Oh, sûrement, oui. Ouais. Alors, il y a ralentir et ralentir, quoi. Oui. Il y a lever le pied, parce qu'il y a lever le pied, il y a s'arrêter, prendre des photos, faire des selfies. Tu vois, là, ça va loin. Regardez le décès derrière moi. Waouh. Il y a du sang. Non, pas tant que ça, non. T'as eu un César très peu de temps après les Robins des Bois. Oui, puisque c'était... 2003, je crois. Ouais, c'est ça, on tournait... on écrivait oui, donc c'est l'année qui a suivi, Est-ce que les autres Robins des Bois ont été jaloux? Je pense qu'il y a eu ça, oui. Je dirais pas de qui, mais je pense. Mais pourquoi pas? On a le droit. Voilà, on a le droit de se dire pourquoi pas moi. Voilà. Donc tout va bien. Est-ce que toi-même, tu as eu ce genre de jalousie envers d'autres gens? Sur des prix, sur des trucs comme ça? Sur des succès que tu aurais aimé avoir et que quelqu'un d'autre a eu à ta place. Qu'est-ce qu'il y a eu où je pourrais dire... Non, j'ai eu... Non, pas des jalousies, non. Parce que, par exemple, tu as des trucs un peu classe comme Jean, quand il a l'Oscar, non. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pu avoir? Non, j'ai eu bien les boules. C'est pas de la jalousie, c'est pas pareil. Quand j'ai pas été nommé, je le dis, que j'ai pas été nommé au César quand j'ai fait le consentement. Oui. Parce que je me dis, c'est un travail d'acteur, le film est bien, enfin, tout est réuni pour, voilà. Oui. Bon, après, c'est pas un dû, mais là, je l'ai quand même eu dur. Et je me souviens, moi, et de Benoît aussi, à l'époque de Podium. Oui. Quand Benoît, il est nommé pour les Césars, et qu'il l'a pas, qu'est-ce qu'il a été malheureux. Oui. Et je m'étais toujours dit, moi, ça, je me dis, si un jour tu n'es pas nommé, ou si t'es nommé, tu l'as pas, faire attention, parce que j'ai vu tellement Benoît malheureux, qu'il faut pas que ça prenne trop d'importance. Oui. Combien de temps ça t'a mis à t'en remettre de cette tristesse? Oui, voilà. Quand même, tout y pensais un peu tous les jours, quoi. Bah parce que Ouais, je le reconnais, c'est nul, je sais bien. C'est pas du tout nul, c'est parfaitement humain et normal, quoi. Et je me dis, quand même, quoi. Tellement de boulot. Bon, après, c'est pas un métier, c'est pas au mérite, Oui. Bon, c'est comme ça. Est-ce que tu arrives à dire du bien de toi-même facilement? Quand, dans quelles circonstances? Je sais pas, à dire oui, je suis un bon acteur, oui, etc. Oui, c'est vrai que j'ai eu quand même un certain mérite. Oui, c'est vrai que là j'ai été bon. Non. Parce que c'est des trucs qui sont. Il y a des gens qui sont. Et surtout, j'ai l'impression en France, et pire encore dans les pays protestants, c'est très 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 mal vu. Tu peux le penser très fort, mais jamais le dire. Surtout pas le dire, dans la chrétienté, oui. Après, quand je vois un film que j'ai fait,
Je pense que je sais dire quand je suis pas bon, mais je sais dire aussi quand je suis bien. Sans dire, t'es génial, hein. Mais je dis, ah oui, là, ça va, c'est bien, c'est ça, c'est bien. Et puis, des fois, je dis, ouais, c'est pas bien. Mais non. Non, après, c'est vrai que c'est un métier où souvent, on te demande ça. Quelle est ta qualité? Quelle est tout ça? On ne demande pas ça dans la rue à quelqu'un. Bonjour, c'est quoi votre qualité? Donc, souvent, on te la pose la question. Donc, tu y réfléchis forcément. Et tu réponds souvent des choses assez bateaux, d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de consensus dans l'art que la tristesse, c'est un sentiment plus profond que la joie. En fait, c'est ce que tu veux dire, c'est par exemple entre le drame et la comédie, c'est ça? Des choses comme ça. Ouais. Oui. Alors, il y a toujours eu ça. Parce qu'en fait, la comédie, c'est une réaction forcément instinctive. C'est pas intellectuel de rire. Enfin, intellectuel, tu comprends ce que je veux dire. Oui. C'est pas une démarche intellectuelle. Si quelque chose te fait rire, je te dis une connerie, si tu vas rire, si ça te fait rire, tu vas rire. Voilà, c'est tout. Et je pense qu'il y a ça, et je pense qu'on a l'impression que, comme c'est plus instinctif, c'est moins profond. Oui. Alors qu'on est fait d'acquis et d'inné, et qu'on en a autant des deux côtés. Et que c'est aussi difficile. Moi, je dis pas que c'est plus difficile de faire la comédie. C'est pas vrai. Tout est difficile. Mais oui, il y a ça, et il y aura toujours ça. Sauf que on sait que au fond du temps, parce que c'est le temps qui décide, c'est pas nous, c'est le temps. Alors on l'appelle Dieu, on l'appelle comme on veut. Moi, je l'appelle le temps. C'est le temps qui va décider. Oui, la postérité, quoi, en fait. Le temps. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y aura dans 20 ans? Qu'est-ce qui restera de tout ça, de nous? Donc, et souvent, on va vers justement sur le bien, sur le bon, sur la comédie, sur la drôlerie, sur l'esprit. Est-ce qu'il y a un domaine de la connaissance où où tu t'y connais pointu, t'es pointu, et forcément, et peut-être qu'on s'y attend pas. Ah, ce que je pourrais mettre en bas de mon CV, si tu m'as engagé. J'aime bien l'histoire, moi, déjà. Ouais. Donc, tout ce qui est histoire, ça m'intéresse. Et Seconde Guerre mondiale, je suis pas mauvais. Oui. Voilà, tu vois, je connais les dates, par exemple 39-45. Tu vois, oui, ça, je sais que ça sans hésiter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hésitation. Non, je sais qu'il y a les Allemands. D'un côté avec les Japonais, de l'autre côté il y a les Américains. Ouais, t'es carré, quoi. Les Anglais, avec les Français qui sont un peu. Bon. Donc je suis carré, tu vois, je suis pointu, ce qu'on appelle pointu. Ok, non, très clair. Pour finir, il y a pas longtemps, j'étais en Norvège dans un festival de journalisme et j'ai connu un festival de journalisme. Et oui, ça existe. En Norvège, t'as dû bien te faire chier. Non, c'était bien parce qu'il y avait des journalistes américains de malades mentales, parce que Norvège c'est riche et c'est classe, et donc les gens ils Mais il y a quoi dans un festival de journalisme? Des gens qui parlent de leur métier. Ils vous montrent des prototypes comme les dentistes. Un nouvel appareil pour les journalistes. Qu'est-ce qu'ils vous font? Mais il y a quoi? Il y a un salon? C'est pas un salon professionnel de la porte de Versailles. Un festival, c'est quoi? Il y a des gens qui viennent parler. Et ils disent quoi? Ouais, je suis journaliste, moi je fais ça. Ça n'a pas l'air très intéressant. Je suis désolé. Je suis désolé, mais convainc-moi. Non, en fait, c'est des journalistes qui viennent parler de leur métier, tiens, ils ont sorti cette enquête de malade, quelle a été leur méthode pour le faire. Voilà. Ouais, c'est super intéressant. Tout à coup, je t'ai expliqué, tu rigoles maintenant. Ouais, c'est ça. Non, mais ça doit être bien. Allez, vas-y. C'était juste pour. Et il y a un de ces il y avait un journaliste du LA Times qui s'appelle Christopher Goffard, qui a fait plein de trucs super, et en particulier des podcasts sur des histoires de crimes, et ça fait 40 ans qu'il fait des reportages dans tous les sens. Et il a développé au cours du temps une sorte de liste d'une quelques dizaines de questions qu'il pose assez systématiquement aux gens qu'il rencontre dans le cadre de ses enquêtes. Et il me l'a donné, cette liste. Alors il y a 35 questions, c'est un petit peu beaucoup, mais j'en ai choisi quelques-unes et j'en ai fait un truc que j'ai décidé d'appeler le questionnaire Goffard, en hommage à ce monsieur. Quelle est la première personne que tu as tuée dans ta vie? Quand tu poignardes, t'aimes bien quand le sang il gicle plutôt comme ça. Est-ce que t'as des regrets? Vache. Vas-y. Donc il y a des questions tristes et des questions joyeuses. Hein. Okay. Est-ce qu'il y a un ami que tu regrettes d'avoir perdu de vue? Oui. Qui? Moi, j'ai un vieux pote de lycée, Enrique, que je vois plus. Oui. C'est dommage. La vie nous a. Venir maintenant. Exactement, t'as complètement raison. Quel est le moment le plus embarrassant de ta vie? Non, c'est un truc horrible. Non, c'est pas horrible, mais c'est je faisais une émission de radio c'était à l'époque sur Énergie. C'était Nikos. Oui. Mais j'ai été con, mais au-delà de con, tu peux même pas imaginer. Et il y avait à l'époque où Laure Manodou, la nageuse, il y avait des photos d'elle qui étaient sorties privées où elle était nue. Oui. Et il parle de Laure Manodou. Et là, moi, je dis, Laure Manodou, on la connaît bien, elle fait un truc débile, idiot. Et lui, il me fait comme ça. Et nous avons Laure au téléphone. Ah, ta mère.
J'ai envoyé des fleurs et tout, mais elle a été cool. Mais je me suis 1000 fois. C'est idiot. Mais c'est quoi? T'es sur énergie, tu veux faire le con, en fait. Tu vois, sur France Culture, je serais jamais allé là, quoi. Je me souviens d'une fois où mon père, il regardait les Césars et c'était toi qui présentais un prix ou quelque chose. Et il y avait une fille à côté de toi, je sais plus quelle était la fille. C'est Julie Depardieu. Et t'as fait genre, oh là là, elle m'a touché les couilles. Mais c'est vrai? Oui. Ah bah oui. Elle t'avait vraiment touché les couilles. Alors je te raconte le truc, c'est qu'à l'époque on tourne, c'est quand j'ai eu le César. Oui. C'est elle qui me le remet. On tourne à l'époque Podium. Et Benoît, on tourne la journée Podium et le soir je vais au César. Et on le sait que c'est elle qui me le remet. Si je l'ai, on savait pas si j'allais voir. Oui. Et Benoît Poulvord lui dit, écoute, s'il l'a, tu lui touches les couilles pendant son discours. Et toi tu savais pas? Bah non, je savais pas. Évidemment. Mais aujourd'hui je le dirais plus ça. Non, c'est un truc vrai. Ah ouais. Ah bah oui, c'est vrai. Bah oui. C'est incroyable. Ah bah évidemment, tu as éclairé. Parce que je me souviens que mon père, à l'époque, mon père, il a regardé ça, il a fait genre. Oh, bah il a raison. Comme ça, Parce que c'est pas parce qu'elle le fait que je dois le dire. Il y a deux choses pas bien, c'est l'avoir fait et le Exactement. Qu'est-ce qu'il y a dans ton portefeuille? J'ai plus de portefeuille. Ok. Voilà. Non mais c'est vrai, j'ai plus de portefeuille parce que maintenant avec ça, j'ai ma carte d'identité, j'ai ma carte bleue, ma carte vitale. Et donc j'ai les photos des gens qui te sont chers. Et de leur Manodou. 18 ans plus tard, le mec est resté sur le truc. Quoi. Voilà. Ta maison est en train de brûler, tu peux emporter un seul objet, lequel tu prends? Non, c'est pas évident ça. Bon, j'ai une jolie photo de mes parents. Voilà, je prends la photo de mariage de mes parents. Voilà. Dernière question, est-ce qu'il y a déjà quelque chose d'important dans ta vie sur lequel tu as changé d'avis? Oui, heureusement, j'espère. Sinon, alors là, je serais tellement idiot. C'est-à-dire qu'avant, j'étais nazi et je me suis rendu compte que c'était pas du tout une bonne voie. Je suis quand même, je suis moins nazi. Je suis nazi-friendly, tu vois. Je comprends, mais je m'en suis éloigné un petit peu. Mais je comprends quand même, quoi. Y a rien à faire. C'est les bases. Non, mais attends. Oui, plein de choses. Oui, heureusement d'ailleurs. Parce que sinon, tu t'évolues pas, quoi. Mais des avis sur des gens, sur des films, sur des écrivains, sur des peintres. Après, on va dire tout ce qui est, on va dire, politique au sens large du la vie de la cité. Ça, je crois que j'ai pas tellement changé. Et c'est pas parce que je suis obtus et je veux pas, mais c'est que je continue à penser ce que je pensais il y a 30 ans. Alors que des fois, en vieillissant, il y a on peut aller plutôt... Comme sur une voiture. On va plutôt... on va à droite. Oh putain. Oh là là. On va aller à glisser. On va bien glisser là. Donc ça va, ça. Je reste, j'espère, humaniste. Ouais. Jean-Paul Rouve, merci beaucoup. Merci à toi. C'était trop bien. Ouais, c'était cool, merci. Bon, cet épisode, il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes. Et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien, cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après, je sais que s'abonner, c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer. Mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines. Parce que c'est tous les 15 jours. Ok ? Et vous êtes assorti Ouais, je suis venu à Bandana Vert exprès. Après, il va faire un tour, il va se poser quelque part. Il a l'air d'avoir des yeux au beurre noir. Il a un œil au beurre noir. Ouais. Mais c'est un vrai. C'est-à-dire qu'il non, c'est un de naissance. C'est naturel. Un œil au beurre noir de naissance. Il s'est fait taper de naissance, ouais. Oh. Non, il est super, il est mignon comme tout.